Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Les initiatives agro-environnementales se sont multipliées au cours des dernières décennies et, à bien des égards, sur de très nombreuses entreprises agricoles, la situation s'améliore. Cependant, il est difficile, sinon quasi impossible, de dresser un bilan global de la situation. Peut-être parce que la très grande majorité des initiatives sont individuelles et non pas collectives. On sait cependant que le maillon faible en agro-environnement au Québec est la protection des cours d'eau. J'ai assisté au sommet agro-environnemental tenu à Lévis. Voici mon reportage. Invité à lancer les travaux du sommet agro-environnemental, l'agronome Jean Larose, aujourd'hui chez Tact Conseil, après avoir été directeur général de l'UPA et des éleveurs de porc du Québec, passait en revue tous les progrès des dernières décennies, et ils sont nombreux. Mais il faudrait pouvoir faire un vrai bilan de ce qui a été fait et aussi orienter davantage les efforts vers les initiatives collectives. Il faudrait forcer un peu sur les aménagements hydro-agricoles. Ça m'apparaît incontournable. Parce que là, on est dans une approche individuelle avec le programme, le PAD. Pourquoi on ne reviendrait pas à certains endroits sur des approches plutôt collectives? Selon l'IRDA, il y a 10 des parcelles qui sont responsables de 50 des pertes de phosphore. Puis quand on parle d'aménagement hydro-agricole, bien, on parle de stabilisation des rives, la gestion des parcelles par bassin versant, couverture végétale en hiver, puis surtout la gestion ensemble avec les intervenants du milieu. Alors, ma proposition, c'est on peut-tu se donner un projet collectif, comme on l'a déjà fait avec la Fondation de la Faune, avec le plan d'action concerté, basé sur une approche par bassin versant ciblée, en ciblant les secteurs sensibles, en mobilisant les acteurs du milieu. Il faut qu'on travaille avec le monde municipal, il faut qu'on travaille avec les conseillers, il faut qu'on travaille avec les gens sur le terrain, regroupés autour d'un projet commun. Pourquoi on n'aurait pas un autre sommet plus large où il y aurait ces intervenants-là qui manquent, qui prendraient des engagements de travailler avec vous autres? À propos du rôle de l'État, je termine. Évidemment, l'État est incontournable là, dans une stratégie, mais s'il vous plaît, agir sans alourdir. Colliger une information de qualité transparente. Ça prend du temps d'avoir de l'information sur comment l'argent est distribué, quels sont les impacts, comment on travaille sur le terrain avec vous autres. Pour intervenir efficacement, s'ajuster aux besoins. Savez-vous, on faisait un calcul, toute la durée du plan vert ou du PAGEF, là, le gouvernement va avoir investi à peu près 660 millions, puis si on compte ce que vous avez investi, c'est 1 milliard qui a été investi. On a-tu vu un bilan de ça? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Ça a été quoi les bons coups? Ça a été quoi les moins bons coups? Qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans? Quand l'État intervient, c'est bon de savoir un peu comment elle fait ça. Favoriser la concertation et la collaboration. Le gouvernement le fait bien, par exemple, sur les tables filières. Contraindre en dernier recours lorsque l'effort collectif est menacé. On travaille collectivement. Il faut améliorer la situation. Puis s'il y en a qui ont de la misère à suivre, peut-être qu'il va falloir agir. Époque à peu près révolue que celle des projets collectifs, comme les 10 initiatives qui avaient été menées au début de la décennie par l'UPA et la Fondation de la Faune du Québec. Galia Chahine, coordonnatrice environnement et aménagement à l'UPA. Ces projets avaient tous un objectif commun, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de l'eau et des habitats fauniques en milieu agricole. Sous ce parapluie thématique d'objectifs général, il y avait plusieurs objectifs spécifiques qui étaient visés. Tout d'abord, évidemment, la mise en valeur de la biodiversité des cours d'eau agricoles dans les bassins versants, donc dans les 10 bassins versants visés. La concertation des partenariats de différents milieux, donc le milieu agricole, le milieu environnemental, le milieu faunique, et l'idée de coordonner leurs actions sur le terrain et d'avoir une action claire et collective commune ensemble. Le défi aussi et l'objectif, c'était de faciliter le transfert de connaissances, la connaissance, donc la formation des relayeurs, s'assurer que l'information passe et est partagée,
l'acquisition et la reconnaissance du savoir-faire local et régional et le transfert des connaissances vers les producteurs qui est un élément central. Donc souvent, c'est l'élément qui est vraiment le garant de ce partage-là et de ce relais-là vers les autres producteurs. Annabelle Avery, directrice des programmes à la Fondation de la faune du Québec. Une vision commune qui était propre à chaque bassin versant selon les enjeux qui étaient identifiés là, dans le bassin versant. Puis, chaque coordonnateur a travaillé aussi là, selon 3 volets d'intervention. Donc, d'abord, un volet agricole qui a permis de travailler au niveau des scènes pratiques en champ, qui a permis aussi de travailler au niveau de l'érosion, au niveau du retrait du bétail des cours d'eau, notamment. Ensuite, un volet environnemental qui permettait de travailler particulièrement au niveau des berges, au niveau des bandes riveraines, la plantation de bandes riveraines, le nettoyage de cours d'eau, la réfection là, des ponceaux aussi pour permettre le passage du poisson. Puis, un volet faunique où là, il y a eu divers types d'aménagements qui étaient ciblés, particulièrement au niveau du poisson. On parle beaucoup de cours d'eau. L'objectif était beaucoup là, d'assainir les cours d'eau, de permettre aux poissons là, d'avoir accès aux sites pour se reproduire, pour s'alimenter. Mais il y a eu aussi des travaux en champ en lien avec la faune ailée aussi. Donc, il y a eu des nichoirs, aussi la conservation d'habitats pour certaines espèces plus rares. Beaucoup moins de collectifs, mais de nombreuses initiatives individuelles. Par exemple, sur la ferme Rodot-Vanel de Chesterville, où Robert Rossier, Suisse d'origine, ne fait plus que du semi-direct. On est production végétale de 210 hectares au total en culture, avec des plantes fourragères, maïs, céréales, soya, avec des boisées d'érablières. On est autosuffisant en fourrage et puis en grains sur l'entreprise. On achète juste les tourteaux puis les suppléments protéiques, dans le fond. Superficie tout en semi-direct au total depuis 2013. Puis à présent, on a à fond dans les couverts végétaux, semis d'engrais verts. On fait aussi de l'épandage pour, mettons, ça c'est plus des pratiques sur les engrais verts qu'on fait. On dit qu'on a une synergie dans le fond entre les sols, le troupeau, parce qu'on retourne aux fumiers et tout. Je suis sur rotation longue, c'est-à-dire que je fais minimum 10 ans en culture sur un champ, puis j'essaye de faire entre 8 et 10, 12 ans en prairie permanente, luzerne ou comme ça. Pour arriver à être, mettons, aussi longtemps que ça en luzerne, c'est sûr que ça ne se fait pas tout seul. Fait qu'on s'est équipé d'un semoir pour ressemer nos prairies. Avec ça, on est capable de ressemer nos pâturages. On ne retouche plus du tout à nos pâturages. Nos pâturages, au printemps, je suis capable de ressemer des plantes dedans, puis je n'ai pas besoin de retoucher une seule fois mes pâturages. Après, les vaches s'occupent de ça. Puis autrement, je fais beaucoup de foin sec pour mes tors. Mes tors sont principalement alimentés l'hiver au foin sec. Puis avec ça, on tâche de le faucher. Majoritairement, c'est sûr que c'est beaucoup la météo qui choisit les dates un peu, parce que j'essaie de faucher le plus tard possible. Le plus tard possible, ça me donne un foin aussi un peu plus mûr. Puis en ayant un foin un peu plus mûr, automatiquement, on ressème un petit peu de foin parce que le foin mûr, il graine. Puis avec ça, c'est sûr qu'il y a une chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'avec ça, on protège beaucoup d'oiseaux, de biodiversité. Depuis qu'on fait ce système-là, mettons, si on prend juste les goglues des prés, ça a presque doublé aussi. Ça fait que c'est quand même pas négligeable là-dessus. Le plan d'agriculture durable du ministre André Lamontagne a été très bien reçu. Il soutient lui aussi les initiatives individuelles. En une seule journée au début du mois, on a vidé la caisse du programme de rétribution des initiatives agro-environnementales. Pour arriver avec un plan de rétribution, ça a été tout un exercice. On a donné un mandat au Centre d'études de coûts de production agricole. Après ça, il y a eu un projet pilote qui a été fait. On ne savait pas combien il y a d'agriculteurs qui lèveraient la main pour participer au projet pilote. On s'est dit 50, 60, on ne sait pas. Finalement, on a eu 200 agriculteurs qui ont participé comme tel dans le projet pilote. Mais après ça, on a eu au-dessus de 500 qui ont participé sur le travail en ligne. Fait que tout de suite, le signal qu'on recevait, là, un instant, là, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt pour ça. Fait que suite à ça, on a convenu d'un plan. Ça a été échangé de toutes sortes de façons. Puis à un moment donné, on a vraiment accouché, si on veut, de ce programme-là que j'ai lancé au mois de février. Puis l'annonce, c'était, écoutez, préparez-vous, là. L'inscription, ça va être du 7 mars au 30 avril. Puis pour la rétribution, ce qu'on avait, c'était 56 millions là, pour les 4 prochaines années. Puis là, moi, je suis en vacances la semaine passée, j'étais à l'extérieur. Je sais que ça commence le 7 mars.
je reçois un premier message dans l'avant-midi pour me dire « Wow, tu sais, ça a l'air à partir fort. » Puis là, un moment donné, vers 1h, 1h30, 2h l'après-midi, « Écoutez, monsieur le ministre, je pense qu'aujourd'hui, on va être rendu au bout de ça. » Puis finalement, le soir, c'est pas une chose que je sais, il y a 1800 entreprises qui se sont inscrites. Puis il y a la totalité du budget là, qui était alloué pour ça, qui est engagé. Puis il est engagé de quelle façon? Il y a 4 types de pratiques que les agriculteurs, les agricultrices peuvent mettre en place. Et puis, en fonction de leur type d'agriculture, en fonction de leurs pratiques actuelles, ils prennent un engagement pour 3 ans. Puis, dépendamment des pratiques qu'ils vont mettre en place puis de l'engagement qu'ils ont, bien, le minimum de rétribution qu'ils peuvent avoir, je pense, c'était 1 500 $. Puis après ça, le maximum, c'est 50 000 $. Puis, à ma connaissance, là, les 1800, là, ça a donné à peu près ça, là, 28 000 $ qui vont être payés, 40 % qui est payable. Les gens se sont inscrits cette semaine. Pour moi, s'ils n'ont pas déjà eu le chèque, ils vont avoir 40 % d'un jour qui s'en viennent. Puis après ça, ça va être 20 % par année, à la fin de chaque année, quand à un moment donné, il va y avoir une reddition de compte là, sur leur situation. Fait que tout ça pour dire que ça a été un succès vraiment phénoménal. Puis je suis conscient qu'il y a plusieurs producteurs qui sont déçus. On ne pensait pas que ça irait vite comme ça. Bien, je peux vous dire une chose, c'est que cet engouement-là, ça nous donne certainement le gaz pour aller chercher davantage d'argent pour être capable de partir une deuxième cohorte. Pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, une plus grande autonomie alimentaire est conciliable avec une amélioration des pratiques agricoles. Chaque fois qu'on veut poser un geste pour nourrir les gens, on s'aperçoit que ça laisse une empreinte. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'entendait pas parler de ça, mais à cette heure, de plus en plus, on se fait expliquer comment l'agriculture laisse une empreinte écologique, puis comment il faut s'occuper de cette empreinte-là. D'un côté, on veut nourrir le monde. D'un autre côté, les actions qu'on pose, ça a un impact environnemental. On a un défi de société de réduire. Fait qu'on a une équation qu'il faut qu'on résolve, puis qu'on s'investisse jour après jour à résoudre pour faire en sorte qu'à chaque jour, on est en mesure de nourrir notre monde, puis nourrir le monde, puis qu'en même temps, chaque jour, on réduit cette empreinte-là environnementale. Alors, c'est un défi. Ce qu'on voit aujourd'hui, vous êtes tous mobilisés pour être capables un jour de résoudre cette équation-là. Une rencontre comme aujourd'hui, parler d'agro-environnement, c'est vital, oui, pour notre agriculture. Puis aussi, c'est vital, vous avez parlé de l'importance que le consommateur aujourd'hui fasse partie de tout ça. Le consommateur, il est au cœur de la politique bioalimentaire, mais aussi, quand on s'investit comme on le fait pour améliorer notre bilan environnemental, améliorer nos pratiques, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a des consommateurs, des consommatrices qui sont de plus en plus éduqués, qui sont au courant de plein de choses, puis ultimement, qui ont des exigences, puis ultimement, ils parlent avec leur geste d'achat. Et puis, une responsabilité qu'on a si on veut assurer la prospérité de tout notre secteur bioalimentaire pour les années à venir, bien, c'est s'assurer que le lien de confiance entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, il est tout le temps de plus en plus solide, parce qu'il y a une fidélité qui va suivre ce lien de confiance-là. Par ailleurs, on est d'avis qu'il faut davantage faire connaître les réalisations en matière d'agro-environnement. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles. Côté communication, puis il faut bien réaliser quelque chose, c'est aux dernières élections municipales. On a bien réalisé ce rapprochement-là qu'il faut avoir aux élus. Parce que les élus, présentement, sont aptes avec la loi sur la gouvernance de proximité, la 122 qui est là, mais les gens sont aptes à prendre des décisions. Et donc, nous, on a présenté de l'agriculture. En lien aussi, il y a les PDZA qui nous amènent une porte, mais je vous dirais que oui, il faut en faire davantage des communications. Il faut aller au-delà de qu'est-ce qu'on fait présentement, mais je sens qu'il y a une ouverture pour qu'on aille un petit peu plus loin. Puis, en même temps, il y a bien des organismes qui sont là au niveau du territoire, au niveau régional, qui habitent et qui occupent ce territoire-là en région, c'est qu'eux aussi sont capables de faire cette communication. Un sommet comme aujourd'hui permet aussi d'influencer puis d'amener aussi par rapport à cette communication-là. Puis l'autre volet, sur le côté consommateur, bien, on a développé l'outil Mangeons local plus que jamais. Cet outil-là, bien, c'est un outil aussi pour faire connaître davantage la production agricole, de quelle façon. Il y a toute la petite histoire là, de la famille. Là. Que je pense que ça aussi, ça nous aide, mais il faut aller encore plus loin. Jérôme Duprat, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique,
ajoute qu'il faut orienter le discours et les actions dans une perspective de long terme. Je suis assez d'accord qu'il y a d'excellentes vitrines pour faire connaître les produits d'ici. Il y a des initiatives, les marchés de proximité, il y a vraiment un lien fort qui se crée entre le consommateur et les producteurs. Il y a évidemment plusieurs choses à faire, mais je crois que l'idée aussi, c'est de miser sur le moyen terme et le long terme. Il y a une pédagogie par rapport à notre patrimoine agricole, par rapport à l'environnement, qui va développer des sensibilités. Et c'est ces schémas de valeurs individuels-là qui vont nous amener à prendre des décisions. On a tendance souvent à réduire ça à une simple décision économique. Tel produit venant de l'étranger est moins cher, le consommateur va se diriger vers là. Mais il y a d'autres valeurs que celles économiques qui vont faire jouer ce que je dégage de mon budget pour me nourrir. Et ça vient par le développement de cette connaissance-là. Donc, il y a effectivement des initiatives court terme, mais il y a aussi peut-être de réfléchir à des approches éducationnelles, pédagogiques, qui vont nous faire comprendre le lien qu'on a avec notre territoire, le lien qu'on a avec notre agriculture. Et je continuerai dans la même direction au niveau environnemental, agro-environnemental. On l'a vu aujourd'hui, c'est littéralement des dizaines, voire des centaines de producteurs agricoles qui sautent à pieds joints dans le train de l'agro-environnement. On parle d'innovation, on parle de gens qui sont prêts à prendre des risques énormes pour innover, pour essayer de nouvelles choses parce qu'ils ont à cœur leur terre, leur territoire, de connecter avec la population. Donc là encore, des fois, peut-être ce qui fait la une des médias, ce sont des sujets un petit peu plus chauds qui polarisent, mais il ne faut pas oublier non plus les bons coups qui gagneraient peut-être aussi également être davantage médiatisés. Ici Lionel Levac. Il s'agissait du 2e sommet agro-environnemental organisé conjointement par l'UPA et la chaire de recherche en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais. On pense déjà à la 3e édition. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.